Hier à la place Forescom, nous sommes là dans la commune de la Gombe où le chef de l'État a déposé sa gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais, coïncidant avec la journée porte ouverte du 17 au 20 mai 2022 où la population pourra s'entretenir avec nos vaillants militaires à l'aéroport d'Endolo à Kinshasa. C'est parti. Hier, 17 mai, la République démocratique du Congo a célébré la journée nationale de la révolution et des forces armées de la RDC. Une occasion pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de déposer sa gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais érigé au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe et en honneur de tous nos vaillants militaires tombés sur le champ de bataille. Regardez. La date du 17 mai 1997 aura été un tournant décisif dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 25 ans après, la nation congolaise se souvient de la bravoure de ses forces armées qui ont déboulonné l'une des dictatures les plus enracinées de l'Afrique. C'est pour honorer les hommes des troupes et célébrer ensemble la journée des forces armées de la RDC que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'incliner devant le monument du soldat inconnu dans la commune de Gombe. Devant les officiers généraux et supérieurs, le chef d'état-major général des FARDC, le général Mbala, a loué les hauts faits d'armes du 17 mai. Je voudrais signifier à l'assistance que la journée du 17 mai de chaque année a une portée hautement symbolique pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de remémorer l'ensemble des vaillants militaires que nous avons perdus sur le champ de bataille et partagé en même temps le deuil avec toutes les Congolaises et tous les Congolais, car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver le Congo jusqu'au sacrifice suprême, depuis la force publique jusqu'à ce jour. Il y a seulement 4 jours que le président de la République a patronné un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée spéciale que nous avons placée sous le thème « Armée-Nation ». Tout en rendant un vivant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, de réitérer au chef de l'État notre serment, je dis, ne jamais trahir le Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les moyens pour une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et juste après, Madame Perpétue Namukara, mère biologique du président de la Chambre haute du Parlement, qui est décédé le 17 mai de l'année dernière au Sud Kivu, a eu droit à une messe de requiem d'action de grâce organisée en sa mémoire, à laquelle a également pris part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage Rachel Foutou et bienvenue Kabamba. Comme qui dirait, elle est morte d'une bonne mort. Une année s'est déjà écoulée jour pour jour depuis qu'elle a quitté la terre des hommes. Elle, c'est Madame Perpétue Namukara Mwaniamirali, mère biologique du speaker de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Bahati Lukwebo.
Une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire ce mardi 17 mai 2022 à l'église Sacré-Cœur à Gombe. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cet appel eucharistique remémorant l'illustre disparu. Familles, amis et connaissances, ainsi que les personnalités tant politiques que militaires, ont rehaussé aussi de leur présence à cet office religieux. Au cours de la célébration, l'officiant de la messe, le père Silas, a martelé sur les qualités de cette femme qui devrait constituer aujourd'hui un bon exemple à suivre. Prenant la parole au nom de la famille, M. Norbert a particulièrement remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa présence en ce jour mémorial de la disparition de leur mère. Tout au long de sa vie passée au village natal de Dakar, territoire de Kabalé, province de Kivu, notre chère maman Perpétue a été un véritable refuge pour tous les affligés. Nous souhaiterions attirer votre attention des générations présentes et à venir sur les rôles capital joués par les mères des familles qui prendraient modèle sur la vie bien remplie de l'illustre historique Perpétue. En effet, c'est des nôtres qui ont encore des papas doivent s'évertuer à apporter les soutiens dont ces derniers ont besoin dans les textes de leur vie, étant donné que les trois images est caractérisées par des terribles à répétition et souvent imprévisibles. Mère, grand-mère et arrière-grand-mère, Madame Perpétue Namukara a vécu 111 bonnes années sur Terre et a vu plus d'une génération de sa progéniture. Née en 1910, Perpétue Namukara a tiré sa révérence le 17 mai 2021 au Sud Kivu où elle fut inhumée en toute intimité familiale. Et le président de la République vient de signer quelques ordonnances. L'ordonnance numéro 22/038 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République italienne. Le président de la République, vu la Constitution, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République italienne, messieurs Paul-Émile Chinga Aouka. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et d'avantages prévus par l'ordonnance portant au règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 16 mai 2022, signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, Premier ministre, et pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Et ordonnance numéro 22/034 du 16 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Turquie. Le président de la République, vu la Constitution, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République de Turquie, messieurs Djouma Kaouzeni Rachidi.
Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et des avantages prévus par l'ordonnance portant au règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 16 mai 2022, signé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 16 mai 2022. Le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. L'ancien aide de camp de feu président Laurent Désiré Kabila, Edi Kapinde, sort de son silence. Hier, au cours d'un point de presse, il a condamné toute démarche pouvant compromettre l'unité nationale et s'est dit favorable à l'unité, le progrès social et la réconciliation nationale pour le développement du pays. On l'écoute. Je suis devant vous aujourd'hui libre et je parle avec vous libre. Je dois ma reconnaissance au président de la République. Je vous prends à témoin pour lui dire que je mettrai toutes mes forces mentales et physiques, morales, au service de la patrie pour son commandement. 20 ans après son arrestation, Edi Kapinde, bénéficiaire de la grâce présidentielle, profite de la journée de FARDC pour délier sa langue ce mardi 17 mai. Au cours de ce point de presse, l'ancien aide de camp de Musée Laurent Désiré Kabila a évoqué le problème selon lequel le progrès social, l'unité du pays et la réconciliation nationale soient les axes principaux pour le développement de notre nation. Ma ferme conviction s'agissant du progrès social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. Le progrès social est une finalité commune, quelle que soit notre appartenance ethnique, quel que soit notre espace socio-culturel et linguistique. Notre dénominateur commun, c'est le Congo, une nation que nous devons construire ensemble pour assurer sa grandeur au cœur de l'Afrique. S'agissant du Katanga d'où il est originaire, le colonel Edi Kapinde a fustigé le comportement de certains politiciens qui divisent le Congo. Je ne suis pas contre un individu X ou Y, je suis contre les démarches de nature à mettre en cause l'unité de la République. Il clôture ce propos en tendant la main à la patrie pour n'importe quel service ou apport dans un domaine ou dans l'autre. Et le colonel Edi Kapinde remercie le président de la République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi l'ouverture hier à Lusaka en Zambie de la 11e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie. La RDC prend une part active à ses assises. La fraude douanière et la situation sécuritaire à la frontière sont au cœur de ces discussions. Reportage. La séance d'ouverture des travaux de la 11e session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Zambie, tenue à l'hôtel Sandys Creation Resort de Lusaka en Zambie, a été coprésidée du côté zambien par le ministre de la Défense, Norman Tshipakupaku, et du côté congolais par le directeur de cabinet du ministre national de l'Intérieur et Sécurité, Thomas Bidoya. Ce sont les experts des deux pays qui ont ouvert le bal pour examiner la situation sécuritaire le long de la frontière commune et évaluer la mise en exécution des résolutions prises lors de la 10e session tenue en août 2020 à Lubumbashi. Le ministre zambien de la Défense, Norman Tshipakupaku, a déclaré dans son mot d'ouverture que les relations entre Kinshasa et Lusaka demeurent cordiales en dépit de quelques problèmes à résoudre à la frontière commune, notamment la fraude douanière et l'immigration clandestine. Pour sa part, le chef de la délégation congolaise et directeur des cabinets du ministre national de l'Intérieur et Sécurité, Thomas Bidoya, a rendu hommage aux deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie, qui tiennent à améliorer les relations de bon voisinage entre les deux pays. La tenue de ces assises, elle constitue pour nous un cadre approprié d'échanges et de réflexions pertinentes sur les questions de défense et de sécurité qui peuvent surgir dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié
de fraternité et consolider la paix entre nos deux États. C'est pourquoi il nous est impérieux de nous retrouver constamment pour évaluer les niveaux d'exécution des résolutions d'intérêt commun déjà prises. Les travaux du jour se poursuivront en 3 commissions, à savoir défense et sécurité publique, défense et sécurité d'État et coopération économique. C'est alors que la Zambie partage plus de 2000 km avec 3 provinces de la RDC, à savoir le Tanganyika, le Lualaba et le Haut-Katanga, qui ont envoyé des délégués à ces assises. Le vice-gouverneur de la province qui préfère, Jean-Claude Kamfa Kimimba, conduit la délégation haut-katangaise à Lusaka. En Ituri, hormis la stabilité de la situation sécuritaire, l'administration militaire veut aussi maximiser les recettes des finances publiques. Cette province a des nouveaux techniciens en gestion des finances publiques. Regardez. Ituri, c'est aussi la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Voilà ce qui justifie l'installation officielle des 4 nouveaux techniciens en gestion des finances publiques sous la supervision de M. Franck Mundela Mwanza, chef de la délégation du ministère national des Finances. Ce dernier a exhorté les comptables publics à la stricte observance des textes légaux et réglementaires. Dans une situation aussi assez délicate où vous êtes en état de siège, ces comptables qui viennent d'arriver sont appelés à vraiment beaucoup de donner de leur-même pour aider l'autorité provinciale qui est là dans des conditions assez difficiles pour que, en ce moment-là, l'administration puisse aller de l'avant. Vous voyez, c'est des militaires, des policiers. Il faut faire maintenant, il doit faire malaise avec l'administration. Donc nos comptables sont appelés à être aguerris pour accompagner les autorités qui sont là. Pour Steve Sengida, directeur du cabinet adjoint en charge de l'ECOFIN et représentant de l'autorité provinciale, cette cérémonie revêt un caractère spécial dans le mécanisme de finances de la province en vue d'améliorer la gestion imprimée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Et que la consécration de ces jours vienne davantage leur ajouter des responsabilités, à ce sens qu'ils devront désormais œuvrer dans l'amélioration ou l'élan de l'orthodoxie que le gouverneur de province a imprimé à son cabinet, mais aussi dans les autres institutions. La cérémonie d'installation officielle du technicien en gestion de finances publiques a été suivie par la séance de prestation des serments de fidélité et d'honnêteté symbolique. Je jure de remplir fidèlement et honnêtement les fonctions qui me sont confiées. Je prends l'engagement solennel de rendre compte à ma hiérarchie et à la Cour des comptes. Il s'est de signaler que depuis le démembrement, la province de l'Ituri dépendait administrativement de la Grande Orientale en matière de gestion de finances publiques. Et dans le secteur du tourisme, l'heure est à l'acquisition des nouveaux bureaux au site touristique de Lantsele. Le ministre du Tourisme, Modero Ntimba, a visité le nouveau siège du site touristique de Lantsele en plein travaux des rénovations, nous dit Bobo Samba dans ce reportage. Nous sommes au numéro 1, avenue des Orangers, dans la commune de la Gombe. Ces bâtiments sera désormais le siège du site touristique de Lantsele, STN. Le ministre du Tourisme, Modero Ntimba Matondo, s'y trouve en vue de se rendre compte de l'avancement des travaux de viabilisation de ces bâtiments. À ses côtés, Jésus Noël Cheke, directeur général du site touristique de Lantsele. Le DG du STN va servir de guide au ministre. Il a été expliqué à Modero Ntimba l'évolution des travaux et le plan d'aménagement de différents services. Le ministre du Tourisme s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Je félicite le travail du nouveau comité du site touristique de Lantsele. Nous nous sommes donné un objectif de redonner aux Quinois un site de divertissement à un prix du peuple. Et nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement Sama, nous saurons redonner à ces sites une nouvelle image. Voilà pourquoi lorsqu'on veut donner une nouvelle vision ou une impulsion au tourisme dormant, il faut commencer par donner un outil de travail digne, car le tourisme, c'est l'image du pays. Les travaux de rénovation du nouveau siège du site touristique de Lantsele pourront s'achever d'ici 10 jours. Modero Ntimba Matondo promet de revenir très prochainement pour la cérémonie inaugurale.
Et si vous ne le savez peut-être pas, sachez que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a un nouveau logo. La RTNC, par le biais de son directeur général par intérim, s'engage à accompagner la CENI dans la communication, la visibilité de sa nouvelle identification visuelle, que son nouveau logo qui marque un bon départ pour l'organisation des élections en 2023, à en croire le directeur général par intérim de la RTNC, Belide Mbunga, qu'on écoute. Nous avons été invités à ces dîners de presse par la CENI. En tant que presse officielle, nous devions répondre à cet appel parce que nous jouons un rôle important, n'est-ce pas, dans la sensibilisation de la population et même dans tout ce qui entoure la communication autour de la CENI. Nous avons un grand rôle à jouer. Donc il nous fallait marquer notre présence et nous sommes très contents. Nous avons suivi le message du président. Un message très 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 important et nous avons compris que le train des élections 2023 est en marche et que la population doit se rassurer qu'elles auront effectivement lieu. Et par rapport au nouveau logo de la CENI, là aussi, nous sommes très satisfaits, nous le félicitons parce qu'en fait ça marque un nouveau départ. Comme nous l'avons fait de notre côté il n'y a pas beaucoup de temps. Ce nouvel habillage permet à la CENI de se métamorphoser et finalement de lancer un signal fort que autour de la couleur bleue, la couleur de la sérénité, de l'avenir, eh bien, va se cristalliser l'avenir du pays à travers cette élection que tout le monde attend vraiment avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup. Et cap dans la province du Nord Kivu, le pont Rushoga, placé sur la route Sake-Masisi-Walikale, est en pleine réhabilitation. Et c'est avec l'appui financier du gouvernement et des partenaires. Regardez. Compte de l'évolution des travaux de la réhabilitation de la route Sake-Masisi-Walikale, travaux lancés il y a peu par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Landima Kanga Constant. Quel est l'objet de la mission d'inspection effectuée ce lundi 16 mai 2022 sur le terrain par le conseiller principal en charge de la reconstruction, maître David Kamura Musubao, avec dans sa suite les techniciens en la matière. Cet envoyé de l'autorité provinciale a fait d'une pierre deux coups pour apprécier le finissage du pont Rushoga construit par l'office de route avec l'appui de la MONUSCO, accompagné du directeur provincial technique de l'office de route du Nord Kivu, l'ingénieur Papi Minga, ainsi que du coordonnateur du bureau d'études au cabinet du gouverneur du Nord Kivu, l'ingénieur Pacifique Pataoli. Maître David Kamura s'est dit satisfait de l'évolution des travaux dont l'inauguration pourra intervenir incessamment. Sur cette route, il y a plusieurs rivières et ici nous sommes exactement sur le pont Rushoga qui vient d'être terminé, finalisé par nos partenaires de l'office de route en collaboration avec la MONUSCO et nous sommes venus nous rendre compte que réellement le pont est finalisé, totalement terminé. Le directeur provincial de l'office de route a invité les usagers sur cet axe routier à l'exploitation responsable de ce pont, notamment le respect du tonnage, et aux habitants la protection de l'ouvrage. Nous sommes à 80%. La caractéristique des ponts, c'est un pont à clos de 15 mètres de portée. Il a une capacité de 32 tonnes. Demandons à la population de nous accompagner et de pouvoir sensibiliser parce que nous trouvons qu'il y a des inciviques qui commencent à déplacer les éléments des ponts. Avant de clôturer cette visite d'inspection, l'émissaire du gouverneur militaire a aussi visité le chantier du pont Osso en construction sur la rivière Nyangisenyi, situé à plus de 40 km de la ville de Goma sur la route Masisi-Walikale, pont qui a déjà enregistré plusieurs dégâts. Peu avant cette descente sur la route Masisi-Walikale, le conseil principal venait d'inspecter les travaux exécutés sur la route nationale numéro 2 à Sake, où les eaux du lac Kivu ont récemment envahi la route suite à la crue. Non, après ça, nous entamons maintenant les travaux de la digue proprement dite, où nous avions envoyé des devis à Kinshasa. Nous attendons la réponse des autorités pour commencer. Nous allons rehausser la chaussée. On va placer le bus pour que l'eau puisse commencer à évacuer. C'est tard dans la soirée que la délégation a regagné Goma au terme d'une descente marathon. Infrastructure, parlons-en encore dans ces journaux avec les travaux des constructions de la route ou l'une
grandes premières routes dans la province du Lualaba qui se poursuivent normalement sans embûches ni anicroche. L'entreprise Sicomine a procédé à la pose de la latérite, des graviers et du ciment, et les avenues Djougou et des Peintes du centre commercial sont déjà asphaltées. Regardez. Faire de Madame le gouverneur intérimaire, la province du Lualaba connaît un développement exponentiel dans le secteur des infrastructures. Déterminée à respecter le délai dans l'exécution des travaux de construction et réhabilitation des routes à Kolwezi, les entreprises partenaires du gouvernement provincial ont déjà appuyé sur l'accélérateur afin de doter les Lualabais des infrastructures viables. L'entreprise Sinomine, qui est à pied d'œuvre pour les travaux d'élargissement de la toute première autoroute de la province, travaille d'arrache-pied pour terminer ces travaux de cette route qui permettra de fluidifier le trafic sur le tronçon compris entre le rond-point Mwangeji et le pont Lualaba, souvent théâtre de plusieurs embouteillages. Les avenues Djougou et des Pins au centre-ville commercial sont revêtues d'une nouvelle robe. Les usagers qui autrefois avaient du mal à circuler sur ces artères n'ont pas manqué de jeter des fleurs à Fifi Masuka Saini pour le changement de l'image de sa juridiction. Les travaux de construction de la clinique universitaire de Kolwezi sont déjà amorcés dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji, ce qui permettra aux étudiants en médecine d'évoluer dans les meilleures conditions et surtout assurer une formation adéquate à ces futurs professionnels de la santé. La dynamique Alexis Guissaro a célébré hier à Bukavu la journée internationale de vivre ensemble en paix avec les étudiants des différentes communautés du Sud Kivu. Clément Sandoukou et Gustave Moussimbi signent ce reportage. Sous le haut patronage du ministre d'État, ministre des Travaux publics et Infrastructures, Alexis Guissaro Muvuni, la journée internationale de vivre ensemble en paix, a été célébrée avec faste ce lundi 16 mai à Bukavu. Cette journée pour cette année a été célébrée sous les termes « Vivre et agir ensemble ». Après une marche des étudiants sur les artères de Bukavu, qui a eu comme point de chute les gouvernorats des provinces à la botte, une conférence débat a été animée dans la salle d'Aleti sur avenue Patrice Emery et Lumumba par les notables de la communauté et Bembe M. André Amisi Mutambala et le mobilisateur de la dynamique Alexis Guissaro, les notables de Banyamulenge Levi et Rukema. Ensemble, ils ont exposé sur la cohabitation pacifique des communautés vivant au site Kivu et ses avantages. Ils ont dit qu'il est constaté la multitude des groupes armés ethniques en province. Cela est à la base de la recrudescence de l'insécurité dans presque tous les 8 territoires de la province. Les orateurs du jour ont interpellé les étudiants des différentes communautés réunis pour la circonstance de couper court aux sollicitations avec des dons des groupes armés et de prôner la paix car elle est la seule voie qui favorisera le développement de notre pays. L'objectif est de rassembler les jeunes, les hommes, les femmes pour la paix, pour la cohésion, pour la stabilité de la province, afin que tout le monde se tienne dans la recherche de la paix. Le mot du ministre d'État, ministre des Travaux publics et Infrastructures, Alexis Guissaro Muvuni, a été rendu par son représentant en province, M. Edson. Au cours de la cérémonie, plusieurs communautés ont exhibé des danses folkloriques de leur coin. Le clou de la cérémonie était le partage d'un verre d'eau dans une ambiance conviviale. Le président de la commission Nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'Assemblée nationale explique ici l'importance de la loi sur l'aménagement. Regardez. L'examen du rapport de la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de la communication et de l'information, ATI-NTIC en sigle, sur la proposition de loi relative à l'aménagement du territoire a suscité un débat houleux à la plénière de l'Assemblée nationale ce lundi 16 mai 2022. Parmi les questions soulevées par les députés nationaux figurait celle du fondement constitutionnel de cette loi, ce qui a amené le bureau de l'Assemblée nationale à saisir la Cour constitutionnelle afin que cette dernière donne son interprétation. Le président de la commission ATI-NTIC donne son point de vue. La question qui a été soulevée aujourd'hui, normalement, elle ne devait plus être débattue, d'autant plus que lors du débat général
quand le ministre de l'aménagement du territoire s'est présenté pour défendre le projet de loi, cette question de fondement constitutionnel avait été soulevée. Évidemment, il y a eu ceux qui étaient pour dire que le fondement juridique, le fondement constitutionnel, le projet de loi, c'est l'article 9 de la Constitution. Ils avaient raison. Il y a ceux qui ont estimé que cet article ne déterminait pas de façon claire qu'une loi devait déterminer comment l'aménagement du territoire devait être organisé. Mais lorsque vous lisez cette loi minutieusement, et à son alinéa 2, dit clairement que sous préjudice des autres dispositions, donc quand il dit sous préjudice, donc il fait allusion aux autres dispositions qui sont prévues dans la Constitution, notamment cet article 9. Là, c'était les logos conçus pour décrire l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Le 17 mai reste une date inoubliable pour les fidèles de l'église du Saint-Esprit au Congo. Ils commémorent l'anniversaire de la mort de leur père spirituel, Sanière Raphaël. Ils se sont rassemblés au stade municipal de Massina pour célébrer le 58e anniversaire ou année de sa mort. Reportage. Tous réconciliés en Jésus-Christ. C'est la devise qui a été choisie pour le prochain voyage de Pape François en République démocratique du Congo qui aura lieu du 2 au 5 juillet prochain, annonce faite par le bureau de presse du Saint-Siège le 14 mars dernier. Cette devise inscrite sur le logo représentant la carte du pays et des éléments de la biodiversité congolaise a aussi été dévoilée. À l'intérieur de la carte de la RDC, les organisateurs ont représenté des montagnes présentes dans toutes les régions, notamment celle de Goma où se rendra le pape. Une rivière rappelle le fleuve Congo qui donne son nom au pays. L'arbre, la faune et la flore et l'okapi, symbole de la RDC. Les frontières du pays sont marquées de jaune, signe de sa richesse écologique et minière. Les rouges, symbole de sang des martyrs. Et enfin, le bleu pour la paix, désir le plus ardent de tout Congolais. Une grande croix bleue est placée à côté de cette carte pour traduire la dévotion du peuple congolais à la Vierge Marie. Sous celle-ci, 3 personnes en rouge représentant la vivacité de la fraternité et de la famille dans le pays. Et enfin, un portrait de pape souriant et bénissant la RDC est placé au milieu. Ce logo est légalisé par la Société congolaise des droits d'auteur. De ce fait, aucun élément de cette œuvre ne peut être publié sans l'accord de la SANCO. Tout usage non autorisé entraînera des poursuites judiciaires. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet instant papal que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Restez branchés sur la RTNC. Au revoir.